Bonsoir à tous, bienvenue aux rencontres des savoir-faire. S'il vous plaît, un peu de silence. Au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue donc, dans ces rencontres des savoir-faire sur la couleur. Vous imaginez bien qu'au Mobilier National, la couleur est une des thématiques fortes, puisque Jean Gobelin s'installe, je le répète, en 1440 le long de la Bièvre pour teindre des laines. Donc c'est vraiment un art de la couleur, la tapisserie, et pas uniquement un art du tissage. Alors ce soir, deux personnalités, deux personnes, pour parler de la couleur sous deux supports totalement différents. On va commencer par un support justement textile, habile transition, avec Guillaume Millot de le tissage Sequoiani, j'en étais sûr de faire la faute. Donc Guillaume Millot qui a un parcours atypique, mais qui a réussi à retrouver ses petits, polytechnicien, comme quoi ça mène à tout, et dans le meilleur. Donc polytechnicien, mais aussi attaché pendant de nombreuses années au développement des territoires. Et on peut dire qu'il a trouvé non pas son chemin de Damas, mais son chemin de la laine, puisqu'il tombe dans la laine et dans le tissage il y a quelques années pour se lancer dans une activité où justement la couleur est un des défis de l'entremêlement de la chaîne et de la trame. Et je lui laisse tout de suite la parole, et puis après, vous connaissez la formule, nous passerons au deuxième intervenant. Guillaume, c'est à toi. Donc merci beaucoup, et puis merci au Mobilier National de cette invitation à partager mon travail. Alors effectivement, Marc l'a dit, c'est quand même une reconversion assez récente, donc c'est un travail qui est en cours. Donc vous allez être un peu aux premières loges d'une recherche qui est en cours. Alors, effectivement, oui, qu'est-ce que fait un polytechnicien dans du tissage artisanal, et surtout que le parcours est encore plus atypique parce que c'est un polytechnicien qui est fils d'agriculteur. Donc voilà, la laine, elle était déjà là, elle était là très tôt, voilà. Donc, alors j'ai eu la grande chance de naître à Vesoul. Alors certains diront c'est pas forcément une chance, mais pour moi c'en est une, puisque c'est la ville natale du peintre Jean-Léon Gérôme, dont on fête le bicentenaire de la naissance cette année. Et donc, tout simplement, mon premier accès à l'art, à la couleur, c'était les toiles de Gérôme qui sont au musée municipal de Vesoul. Voilà. Et j'ai particulièrement, tout gamin, adoré la période orientale de Jean-Léon Gérôme. Donc, si vous vous intéressez à la couleur et que vous connaissez assez peu ce peintre, je vous invite vraiment à vous renseigner, éventuellement aller faire un petit tour à Vesoul pour aller voir ces toiles de la période orientale qui sont vraiment somptueuses en termes de couleur. Voilà. Donc ça, c'est la première étape de mon chemin vers la couleur. Et puis l'étape suivante, c'est les études. Alors déjà au lycée, alors pas forcément plutôt de la physique-chimie, hein, vous vous en doutez bien au regard de la suite de mon parcours. Et donc du coup, j'ai une petite question pour vous. Alors vous avez déjà des éléments de réponse, mais quel est le point commun entre toutes ces couleurs que vous voyez? Elles s'inscrivent dans un cercle. Sur fond blanc. Alors en fait, ce sont toutes des couleurs que l'on va pouvoir trouver sur des dérivés du cuivre. Alors vous avez sur la ligne tout en haut les différentes nuances de cuivre en fonction du degré d'oxydation, mais également de l'éclairage de la lumière qu'on va mettre dessus. La ligne du dessous, plutôt jaune, ça va être quand on va faire des alliages, notamment avec de l'étain pour avoir du bronze ou du laiton. Donc on va aller plutôt sur des teintes un peu plus jaunes. Et alors la ligne du bas, c'est quand on va arriver sur des complexes type ion et des cristaux qu'on va pouvoir dissoudre dans de l'eau, donc y compris avoir des solutions de cuivre qui vont avoir ces teintes de bleu, donc du sulfate de cuivre, de l'acétate de cuivre. Et puis, celui qui est tout à droite, on le connaît quand même, c'est le vert de gris qu'on va trouver sur les toitures. Voilà. Donc comme quoi on peut être scientifique et puis finalement se régaler avec la couleur. Et je crois que mon goût pour la physique-chimie, il vient de là. Il vient du fait que la matière, déjà rien qu'une même matière, le cuivre, elle a déjà cette propriété de pouvoir prendre une infinité de teintes en fonction du contexte dans lequel on va l'avoir. Donc là, cet émerveillement-là, je crois qu'il est commun aux scientifiques et aux artistes. Donc je crois qu'à aucun moment, finalement, la couleur ne m'a lâché, même quand j'avais déjà pris un peu de distance, on va dire, avec les toiles de Gérôme.
Alors, nature arc-en-ciel et matérialité de la couleur. Voilà, la couleur, elle est au quotidien dans ma vie. Et mes sources d'inspiration, alors souvent au jardin, souvent dans les prairies qui m'entourent. Quand on cuisine, vous voyez, on a même une feuille de chou, là, enfin une tranche sur un chou rouge. Voilà, donc pour moi c'est très simple. Si j'ai besoin d'établir une palette de couleurs, forcément, mon inspiration, c'est la nature arc-en-ciel qui est autour de nous. Voilà. On ne se trompe pas, et la nature, elle est très audacieuse, parce qu'elle a le don de mélanger des couleurs qu'on n'oserait pas avec notre intellect. On va se dire, ouais, ça ne va pas aller ensemble. La nature, elle ne se pose pas de questions, et en plus, ça va ensemble. C'est ça qui est fantastique. Donc des premières gammes de couleurs, et puis une seconde gamme de couleurs qu'on va trouver. Donc encore des feuilles, du végétal, beaucoup de végétal. Alors ouais, je fais un peu de teinture végétale, mais cela dit, en général, la couleur de la plante n'a rien à voir avec la couleur de la teinture qu'on va obtenir avec. Voilà, ça c'est une des surprises de la chimie, c'est le côté alchimique et un peu mystérieux de la couleur qui date depuis des millénaires, et ça c'est toujours très intéressant. Et on va retrouver après un petit peu de minéraux. Là je vous ai mis un poteau en fer rouillé, voilà, qui sous le soleil va présenter des nuances tout à fait intéressantes. Et puis on retrouve un petit peu de gastronomie, je crois que c'était une autre thématique des rencontres des savoir-faire, avec une jolie girole dont la couleur est absolument sublime, mais aussi le goût et l'odeur. Alors voilà, on a parlé un petit peu de la couleur, et puis mon activité de tisserand, elle m'a amené en fait assez rapidement, un peu par hasard, à tomber sur un type de métier à tisser qui est quasiment disparu en France, qui est en fait l'ancêtre du métier jacquard. Donc c'est un métier à la tire, qui permet de faire du pixel, mais au lieu d'avoir une mécanique et carton perforé, c'est moi qui tire les fils à la main pour sélectionner mes pixels. Alors les premiers essais, quand j'ai réussi à mettre la main sur ce métier à tisser, on a vu sobre, hein, on a essayé de faire un petit peu de monochromie, et puis moi ce que j'avais envie de faire en fait, c'était de sortir du côté noir et blanc, ou purement monochromatique et bicolore, noir-blanc, qu'on connaît typiquement sur des tissus de type damassé. Donc je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire des nuances de gris? Alors tout ça, bien sûr, sur une base de pixels. Là, le physicien, il est encore à l'œuvre parce qu'on va jouer sur la propriété de l'œil qui va faire la moyenne de ces pixels blancs et de ces pixels noirs pour avoir du gris. Donc le résultat, je le trouvais assez intéressant. En même temps, je me suis dit très vite, ça manque un petit peu de couleur quand même, tout ça. Donc comment on pourrait faire éventuellement pour aller mettre en place de la monochromie, de la polychromie dans tout ça? Alors, pas mal de réflexions, un petit peu en off, pour essayer de trouver une solution. J'ai essayé d'utiliser cette technique-là, un fond blanc sur lequel je viens mettre une couleur, essayer de travailler avec plusieurs navettes de couleurs. Ça devenait vite compliqué, il fallait travailler sur l'envers. Et là, j'admire le travail des lissiers et des lissières qui sont capables de travailler sur l'envers. Moi, compte tenu de ma technique, c'est vraiment très compliqué de voir les erreurs quand on travaille sur l'envers, donc j'avais absolument besoin de pouvoir travailler sur l'endroit. Et jusqu'au jour où la solution m'est venue, c'est de me dire finalement si je mettais la couleur dans le fond et le blanc par-dessus. Et de là est né un travail finalement autour d'un ensemble de textures, d'un répertoire de textures et d'écritures que je combine pour, d'une part, garder les nuances de gris que j'arrivais à avoir sur mon travail en monochrome, mais en plus donner à chacune de mes nuances de gris une teinte légèrement différente de la nuance de gris qui la précède et de celle qui la suit. Et qui nous permet quand même d'avoir quelque chose qui est tout de suite un petit peu plus vibrant, et surtout d'avoir notamment les grands aplats de couleurs quand on est sur la teinte de gris la plus foncée, celle qui se rapproche le plus du noir, d'éviter tout simplement d'avoir un aplat tout à fait monotone et qui manque de vibration. Parce que pour un physicien, la couleur, c'est clair, c'est la matière, mais elle a aussi cette propriété, la couleur, d'être un petit peu quantique. C'est que c'est de la matière, mais c'est aussi de la vibration. Et donc on a quand même besoin de retrouver cette vibration dans la couleur. Voilà. Donc ça a été les premiers essais de couleurs que j'ai fait. Alors, on a commencé gentiment avec 4 couleurs, et puis petit à petit, essayer de travailler d'autres palettes. Et donc, là, ce qui m'a intéressé aussi de me dire, c'est, finalement, est-ce que si j'oubliais cette histoire de nuances de gris, qui ont chacune leur teinte, et puis de dire, finalement, avant tout, je suis un artisan du textile, et si je croisais un textile bien classique, le tartan, écossais, très intéressant, et puis qu'est-ce qui se passe si je viens mettre tout simplement mes nuances de gris par l'intermédiaire de cette couche de blanc qui vient par-dessus. Voilà le résultat que ça donne. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, ce qui est
aussi intéressant, c'est de se dire que finalement, quand on connaît l'histoire du tartan, qui est le tissu d'un clan qui habite sur un territoire, et sur ce territoire, il y a des plantes tinctoriales. Et donc en fait, les couleurs qu'on va retrouver sur les tartans de clans correspondent en fait aux plantes qui poussaient sur le territoire de ces clans. Donc je retrouve aussi un petit peu comme ça, effectivement, mon début de carrière qui était dans l'aménagement du territoire. Et voilà, quelque chose une petite expérience que j'ai faite. Et de là, je me dis, mais là, on va pouvoir aller encore plus loin, c'est de se dire, est-ce que derrière, je peux pas, par exemple, imaginer un fond à motif, carrément avec des fleurs, et puis venir par-dessus mettre un autre dessin, histoire de complexifier un petit peu, et puis d'aller tester un petit peu la capacité de notre œil aussi à distinguer finalement des motifs qui vont se chevaucher, et puis à démêler les écheveaux de la couleur. Alors une autre pièce, voilà, que j'ai réalisée en fin d'année dernière. Donc là, je reste toujours effectivement. J'aime beaucoup les couleurs automnales. Voilà. Moi, ce que j'aime dans la couleur et dans la nature, c'est aussi ce côté cyclique des saisons qu'on va retrouver, qui sont finalement toujours un peu identiques de la même saison l'année précédente, mais jamais tout à fait la même. On a quand même toujours cette infinité de variations. Et ça, c'est, en tout cas dans ma démarche artistique, quelque chose qui est important et qui est central, c'est ce rapport au temps. C'est-à-dire ce temps qui est à la fois cyclique et linéaire. Et finalement, le temps, c'est pas un cycle, c'est pas une ligne droite, mais c'est finalement une espèce de spirale, voilà, et avec des choses qui vont se ressembler, mais qui sont toutefois de manière continue en mutation. Donc là, je vous ai mis, voilà, vous avez sur la gauche une scène, un paysage que je connais très très bien et que j'ai vu un matin de brume éclairée sous une lumière que je n'avais jamais vue avant. Donc là, on a l'appareil photo sous la main au bon moment. Je travaille d'après photo, je pixelise mes images derrière et ensuite j'interprète tout ça à la main sur le métier à tisser. Donc là, j'ai dû mettre, je crois, 6 couleurs dans cette pièce. Donc vous voyez un joli détail en haut de la texture rendue par le tissage. Et je vous ai mis en bas à droite, c'est le verso. Alors le verso de la pièce, on est sur le négatif photo. Donc ça, c'est une technique qui est quand même finalement assez intéressante. Et alors c'est très très drôle, c'est une pièce qui est actuellement exposée en galerie. Et les galeristes ont fait exprès justement de montrer les deux côtés de la pièce. Et en fait, c'est une œuvre qui est en milieu de galerie et on peut circuler autour. Et donc l'expérience est assez intéressante d'aller voir ce côté négatif photo. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les teintes sur le négatif ne sont pas exactement les mêmes que sur le positif. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Une autre pièce, j'avais envie d'explorer aussi une autre thématique qui me tient à cœur. L'eau, voilà, c'est une autre ressource, voilà, qui me tient à cœur de protéger. Et puis explorer une autre palette, donc une palette de bleu. Voilà. Donc ça, c'est une des pièces que j'ai faites relativement récemment. Alors, c'est ce qu'on voit un petit peu sur les aplats de l'image de gauche, c'est finalement ce côté un peu répétitif du tissu. Parce que là, je vous ai fait du tartan, mais là, on a aussi quelque chose qui est un peu plus dans l'univers du tweed. Alors, encore un tissu écossais, forcément. C'est des pros de la laine, hein, voilà, c'est des amateurs de laine. Et ce qui est intéressant dans ce côté un peu répétitif du motif du tweed, c'est aussi ce rappel avec la matière et le rappel avec les mailles cristallines qu'on va retrouver en physique. Voilà, les cristaux qui ont une maille régulière et une organisation spatiale régulière. Voilà. Et finalement, ce qui est intéressant aussi dans ce travail de la couleur, quand on voit les différentes textures qui se côtoient, c'est ce côté un petit peu à la fois aléatoire, et puis finalement quand même assez ordonné. Voilà, on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu paradoxal, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Une dernière pièce que je souhaitais vous montrer. Donc celle-là, elle est vraiment toute nouvelle, elle est tombée du métier il y a 2 jours, je l'ai tissée spécialement pour vous ce soir et pour vous la montrer. Elle est sur une table là-bas, vous pourrez, pour ceux qui veulent la regarder un peu plus tard et apprécier la texture, apprécier les jeux de textures et comment la couche de blanc vient masquer à certains endroits la couleur et certaines teintes pour en révéler d'autres et créer un nuancier. Donc la petite nouveauté sur cette pièce, c'est que j'ai commencé à travailler un dégradé, donc de bas en haut,
en mettant beaucoup plus de rouge dans ma trame en bas, qui me permet d'avoir des teintes brunes. Alors je ne sais pas si les couleurs rentrent très très bien à l'écran, mais vous verrez voilà, là-bas. Et puis sortir de manière très progressive les rouges pour venir vraiment à du vert pur quand on arrive en haut vers le feuillage. Voilà. Donc vous avez effectivement deux photos de détail. En bas à droite, c'est plutôt la partie du bas, où on a une trame qui comporte essentiellement du rouge, et en haut, une trame qui ne comporte quasiment plus que du vert. Alors la grosse difficulté qu'on a quand on est tisserand, c'est-à-dire qu'on fait du tissu et qu'on ne fait pas de la tapisserie, c'est que nous, on ne vient pas recouvrir les fils de chaîne, c'est-à-dire ceux qui sont tendus sur le métier, ils restent apparents. C'est-à-dire qu'à chaque endroit du tissu, en fait, notre couleur, elle est la résultante de la couleur des fils de chaîne et des fils de trame qui sont apparents. Voilà. Donc on a une petite difficulté par rapport aux lissiers et aux lissières qui arrivent du coup à faire disparaître la chaîne, c'est que du coup, à chaque moment, notre chaîne elle est visible. Donc quand on planifie sa couleur, il faut avoir bien en tête que cette chaîne, elle va rester apparente. Et notamment là, dans la structure, l'armure de tissage que j'utilise, la chaîne est assez dominante. C'est-à-dire qu'en fait, même dans le rouge, en bas, le vert reste encore très présent. Donc après, on pourrait être sur un travail de tisserand qui va chercher à aller identifier d'autres textures de tissage qui permettraient éventuellement de rééquilibrer ce pouvoir colorant de la chaîne et de la trame. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que la couleur, finalement, elle est fixée au départ. Elle est dans mon écheveau, elle est dans ma pelote de laine. Alors, je fais un petit peu de teinture, mais pour l'instant, je n'ai pas encore intégré ça dans mon travail. Et du coup, à partir de cette couleur qui est donnée au départ, c'est de réussir à créer des nuances, tout en intégrant effectivement ces rapports de proportion entre la chaîne et la trame. Alors un peintre, c'est facile, hein, il met un peu plus de blanc, un peu plus de noir, et il peut faire un dégradé totalement continu où on ne va pas forcément voir de rupture dans la teinte. Nous, on va voir des ruptures, et vous pourrez regarder sur la pièce, on le voit très légèrement ici, c'est que en fait, notre dégradé, il est un peu par à-coups. Et en fait, on retrouve ce côté un peu à la fois chaotique et ordonné de mon travail, et ce qui lui confère finalement, moi je trouve, on est parti de l'alchimie, avec le côté mystérieux de la couleur, et là on arrive sur un côté qui est finalement un petit peu plus moderne, et un peu plus 20e siècle dans la conception, et quelque chose d'un peu quantique. C'est-à-dire qu'en fait, la couleur elle va progresser un peu par saut quantique, c'est-à-dire qu'on a des proportions de couleurs qui sont totalement fixées. Alors, on peut en avoir plusieurs, mais du coup, on va pouvoir progresser que d'une proportion à la proportion suivante, et entre les deux, on va avoir un trou. Donc voilà, c'est quelque chose, moi, que je trouve un peu fascinant finalement dans le travail de la couleur textile, lorsque le fil, la matière colorée, elle est donnée au départ. On pourrait faire de l'impression, et là, si on fait de l'impression avec de la sérigraphie, on peut avoir des dégradés qui seront davantage continus, davantage lissés. Mais quand la couleur elle est donnée au départ dans le fil, et là forcément on est sur une approche de la couleur qui est quantique. C'est-à-dire que la couleur elle est matière, elle est vibration, et puis en même temps elle a ce côté un petit peu chaotique et désordonné, et puis surtout elle est dans des proportions fixes. Voilà. Et ça c'est une des principales révolutions de la mécanique quantique, voilà, qui est une découverte du XXe siècle, du début du XXe siècle d'ailleurs, pas très postérieur aux travaux de Chevreul. Et d'ailleurs, je pense que dans l'approche scientifique de Chevreul, on voyait déjà pointer quand même quelque chose qui était un peu un précurseur de ce qui allait devenir la physique quantique. On sentait qu'il y avait déjà une intuition qui était un petit peu derrière, et je n'ai pas été surpris en regardant les dates que finalement les choses se sont succédées assez vite. Alors je vérifie que je vous ai à petit peu près tout dit ce que j'avais prévu. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi de mon point de vue dans mon travail, c'est qu'à un moment, on ne sait plus dire si c'est la matière qui est couleur ou si c'est la couleur qui est matière. C'est-à-dire qu'en fait, quand on crée une étoffe, elle va avoir une couleur, et finalement cette étoffe, c'est déjà une matière. Voilà. Il y a des matières qu'on travaille, on travaille la terre, on travaille le cuir, on travaille le métal, on travaille le textile. Le textile, c'est une matière. Voilà. Et du coup, quand on est dans le textile, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la matérialité de la couleur, je trouve,
s'exprime totalement, puisque là, il y a un moment, on ne fait plus la différence entre est-ce que c'est la matière qui est une couleur ou est-ce que c'est la couleur qui est une matière. Voilà. Et c'est là que finalement la question de matérialité de la couleur prend, je trouve, tout son sens. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir rappelé d'abord Chevreul, qui était le directeur de la couleur ici pendant 60 ans, et qui, pourquoi c'est intéressant, c'est que Chevreul est aussi un des tenants de la loi des contrastes simultanés, qui est complètement dans ce que vous faites, mais aussi qui rappelle, en tout cas dans les évolutions, la notion de vibration, et ce que vous faites autour de la vibration temporelle, spatiale et matérielle est évidemment extrêmement, à la fois, il me semble, assez novateur dans la perception et aussi dans la manifestation. Alors, je me lance dans les premières questions, j'en ai plusieurs, hein. J'ai l'habitude. Première question, quel est l'usage de ces textiles? Vous les voyez comme œuvre d'art à mettre au mur? Est-ce que c'est un plaid? Est-ce que c'est vu tout le travail de conception qu'il y a derrière, on voit bien ce qui peut en être fait, mais quelle est la destination de ce genre de textile? On est sur un textile quand même principalement à vocation décorative. Donc oui, très clairement, moi il y a des pièces que je vends comme des tapisseries. Voilà, c'est une autre forme de tapisserie. Il y a bien eu de la tapisserie jacquard sur métier mécanique. Donc là, c'est encore une autre forme de tapisserie. Mais c'est aussi des textiles qui ont des propriétés assez intéressantes, parce que vous pourrez toucher, ils sont assez épais, ils ont un très beau tombé. C'est des choses qu'on va pouvoir aussi utiliser en décoration sur de l'objet. Je pense effectivement à du paravent ou de la cloison de séparation, par exemple, ou qu'on pourrait monter en panneau japonais, par exemple, pour dissimuler une porte. On aura un côté très chaleureux qui va venir cacher la porte. En plus, potentiellement un côté un peu occultant, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez épais. Donc voilà, on va quand même être essentiellement sur de l'utilisation décorative. Merci. Non, c'était juste pour préciser, pour aller un peu plus loin. Il n'y avait pas de piège, j'en ai rien. C'était juste pour... Et une autre question avant de laisser la parole à la salle. Ce qui m'a interrogé, non pas intrigué, mais quel est le procédé de transposition en fait, dans la tapisserie? Moi, je connais un petit peu la tapisserie dans cette maison. En fait, on passe d'un modèle de petite dimension, on le transpose en agrandissement photographique, qui devient un modèle arrière dans la tapisserie, avant le tissage, et le lissier va faire une délimitation de forme colorée qui va transposer sur le fil de chaîne. Et là, en regardant cette œuvre, je me dis, mais quel est le passage, quel est le médium de transposition entre la photo prise et l'œuvre finale? Est-ce qu'il y a un agrandissement? Est-ce qu'il y a un rhodoïde? Est-ce qu'il y a voilà, quel est le procédé qui fait qu'on passe de la photo? Alors on a compris que c'était pixelisé, mais après, est-ce qu'il y a un agrandissement à échelle d'exécution ou pas, ou c'est juste comme un peintre qui viendrait de façon très subtile mais imprévue monter la forme? Alors, je rêverais de pouvoir aller tisser de manière un peu spontanée comme un peintre, ce serait fantastique. Mais non, tout est un peu planifié, c'est-à-dire que je travaille d'après photo. Alors je vais optimiser les contrastes, la luminosité, parce que je commence à savoir comment ma technique va rendre. Donc il y a tout un travail d'optimisation sous logiciel de traitement informatique, traitement d'image. Et en fait, cette photo est ensuite convertie en grille de pixels, de nuances de gris. Donc là, après, la grille, à l'échelle, pas à l'échelle, en fait, ça n'a peu d'importance. Je l'imprime et après, c'est ça que je suis, en fait. Donc je déroule, on va dire, ligne de pixels après ligne de pixels, ma grille. Donc là, je vais sélectionner un à un mes pixels. Voilà. Mais donc il y a un agrandissement photo à hauteur d'exécution? Absolument pas. D'accord. Voilà, moi là pour la pièce qui est là, elle fait 70 cm de largeur et la grille que j'ai utilisée pour suivre l'exécution était imprimée sur un format 4. D'accord. Donc c'est mentalement et intuitivement qu'il y a cette transposition de la taille, parce que c'est important pour la transposition de la couleur d'exécution entre guillemets du pixel. C'est-à-dire que c'est là où il y a toute l'interprétation de votre interprétation de cet agrandissement entre une photo pixelisée et l'exécution. Ouais. Alors l'interprétation, comme j'ai finalement corrélé dans ma technique la nuance de gris avec
une teinte et une couleur. Ça, c'est presque automatisé finalement. C'est-à-dire que c'est le croisement des fils de chaîne et du fil de trame qui, à l'endroit du pixel, va donner la couleur. Moi, ce que je contrôle à mon niveau, c'est la nuance de gris. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, en gros, moi, quand... Mais sur la photo. Sur la photo, mais sur le métier. C'est-à-dire que moi, ce que j'interprète à la main en sélectionnant mes fils et en tirant mes pixels, c'est la nuance de gris. Et après, c'est vraiment le croisement des fils de chaîne et des fils de trame qui vont donner la teinte. Du coup, il faut avoir le vocabulaire de couleur de laine pour que la transposition puisse se faire comme vous le souhaitez. Parce que nous je compare toujours par rapport à la tapisserie. Nous, entre guillemets, c'est facile. Si on n'a pas une couleur, on peut la créer. C'est simple. Là, quand il y a une transposition de couleur, il faut que vous ayez en stock tout le spectre coloré pour que la transposition aille dans le sens où vous voulez. Ou alors, vous pouvez faire teindre des laines à la couleur, à la nuance de gris que vous voulez. Je pourrais faire teindre des laines, mais voilà, du fait que mes fils vont se croiser, j'aurai toujours le croisement d'une couleur de chaîne et d'une couleur de... Alors c'est ça qui est intéressant parce que justement ça ouvre aussi un petit côté à l'imaginaire, c'est-à-dire que mes couleurs, elles ont finalement rien de réaliste. La couleur, c'est moi qui la décide. Et donc il y a ce côté aussi un petit peu poétique. C'est-à-dire que la même pièce, j'aurais très bien pu imaginer une ambiance totalement hivernale en allant travailler des bruns avec un peu de bleu, un peu de vert foncé, et pour évoquer un peu les feuilles de lierre et un peu de vert un peu plus jaune qui évoque la mousse qu'on va retrouver en hiver, et puis pas mal de blanc parce que imaginons qu'il y a un peu de neige cet hiver-là, même si on en voit de moins en moins. En fait, finalement, on pourrait imaginer la même toile en rose fuchsia si on voulait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... ce qu'a fait Monet. Voilà, non mais exactement. Enfin, effectivement, on pourra aller sur les couleurs effectivement beaucoup plus vives et les approches tout à fait impressionnistes. Mais en fait, ma technique et la technique que j'ai mise au point en termes de tissage, elle est intéressante parce qu'elle explore tout un univers d'esthétique, c'est-à-dire que là on voit de la gravure presque et du dessin à l'ancienne sur l'œil. On a vraiment quelque chose qui, enfin, c'est ce qui m'est apparu la première fois quand cette pièce elle est tombée du métier, et puis effectivement au fur et à mesure qu'on va travailler la couleur, là on a quelque chose qui est effectivement de l'impressionnisme, voire postérieur, carrément du pointillisme. Alors on connaît tous la difficulté du pointillisme, c'est qu'il y a un moment on s'est un peu cassé les dents sur comment on fait nos mélanges de couleurs, donc il y a un moment on peut aussi tout simplement, je pense, dans une esthétique contemporaine, s'affranchir du côté réaliste de la couleur et puis tout simplement se faire plaisir, parce qu'aujourd'hui on a envie de rose, on a envie de vert ou de bleu. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? J'en ai une petite. Quelle est la surface la plus grande que vous pouvez tisser? Alors, là, en fait, aujourd'hui, je suis un peu limité par deux facteurs. Ça va être la largeur du métier à tisser. Donc, actuellement, j'ai une largeur de 1,35 m au peigne. J'ai toutes les pièces en stock pour qu'au prochain déménagement de l'atelier, je puisse monter à 1,60 m de tissage au peigne. Alors, on a toujours un peu de retrait à la tombée de métier. C'est la problématique qu'on aura par rapport éventuellement à de la tapisserie, où il y a moins de retrait en largeur que chez nous. Et puis, l'autre facteur qui va limiter... ça va être le logiciel que j'utilise pour pixeliser, qui me permet aujourd'hui de faire en gros 300 pixels sur 300 pixels. Donc là, aujourd'hui, la largeur du métier fait que j'atteins pas les 300 pixels en largeur, et je les atteindrai pas même en montant à 1,60 m, ou sauf à travailler sur de la laine beaucoup plus fine, ce qui peut être intéressant aussi. Et la longueur, on va être sur 300 pixels. Donc en gros, aujourd'hui, je peux faire du 1,35 m sur 3 mètres de long, parce que j'ai à peu près un pixel, fait à peu près 1 cm sur 1 cm. Voilà. Et il vous arrive des fois de jouer avec le relief? Alors en fait, encore plus, ça fait partie des pistes de recherche par la suite. Justement, c'est d'aller chercher d'autres techniques de tissage qui vont permettre encore d'accentuer ce côté texturé. Parce qu'effectivement, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'à Polytechnique, on fait des sciences, mais si on veut, on peut aussi faire beaucoup d'art. Et j'en ai fait pas mal là-bas. Et c'est vrai que le côté sculptural me manque un peu. Donc c'est vrai que j'aimerais pouvoir aller travailler davantage encore le relief. Et justement, par rapport toujours à ma comparaison à la tapisserie, est-ce que le nombre de fils au centimètre peut être variable? Parce que dans une tapisserie, aujourd'hui, on est entre, si je ne dis pas de bêtises, entre 4 et 6 fils au centimètre. Au XVIIe siècle, on pouvait aller jusqu'aux 12 à 14 fils au centimètre. C'est-à-dire plus c'était fin, plus le fil était fin, plus on pouvait faire des carnations, plus on pouvait décomposer la couleur. Est-ce que dans ce genre de métier, on peut aller aussi dans cette finesse du fil de chaîne et donc du fil de trame pour donner encore plus de chinée ou de décomposition de points colorés?
Ouais, tout à fait, tout à fait. Là, les premiers essais, en fait, le premier essai que j'ai fait était en fait sur du fil de lin que j'avais tissé à 12 fils au centimètre. Aussi bien en chaîne qu'en trame. Ouais, alors on avait une très belle définition là, mais par contre, j'ai passé 2 semaines sur une pièce qui, au final, faisait 60 cm de long sur 30 de haut. Voilà, ça fait quand même beaucoup de boulot. Alors que finalement, on arrive à obtenir des choses un petit peu plus monumentales. En travaillant avec une laine plus grosse là, c'est des pièces où je tisse à 6 fils au centimètre. On pourrait imaginer encore plus gros. Après, il faut mettre ça en relation aussi avec les proportions de la pièce dans laquelle on va accrocher, parce que c'est un travail qui nécessite d'avoir un recul en fait pour pouvoir l'apprécier. Donc, il faut aussi mettre ça en proportion. Mais sans problème, on peut faire varier la grosseur du fil. Une autre question dans la salle? Ne vous battez pas. Une question un peu bizarre. Est-ce qu'il y a... Quelle est votre position par rapport au dessin, enfin et la couleur, enfin la forme et la couleur? Parce que j'ai l'impression que vous partiez sur une aventure colorée et finalement c'est plus une vibration, c'est plus... Et est-ce que, deuxième question annexe, est-ce que ce que vous réalisez est un peu en coïncidence ou très loin, très éloigné de ce que vous aviez imaginé en nuances, en couleurs et en forme? Enfin, voilà, ça me paraît... Enfin, voilà, voilà, c'est un peu touché, mon histoire. Non, non, mais vous posez des vraies questions, il n'y a aucun doute. Alors, j'ai perdu la première question et en plus la réponse était très claire. Oui, alors la forme et la couleur. Alors pour moi c'est indissociable en fait. Moi dans la querelle entre le dessin et la couleur, la vieille querelle entre le dessin et la couleur, moi j'ai tranché, les deux sont indissociables. De toute façon on ne peut pas faire de dessin sans couleur et on ne peut pas dessiner sans y mettre de la couleur. Donc pour moi c'est absolument indissociable. Voilà, ça c'est là-dessus ma position, elle est claire et tranchée. J'adore dessiner, j'adore peindre, mais n'empêche que pour moi peindre c'est dessiner avec des couleurs. Voilà, c'est très clair. Au lieu d'avoir un crayon, on a un pinceau et on fait du dessin. Et enfin même pour moi le dessin ce n'est pas le trait. Pour moi le dessin c'est le volume, c'est la lumière et c'est le volume. Moi le trait il est presque secondaire quoi. Vous êtes vénitien, c'est bien. C'est possible. Voilà. Donc moi, voilà là-dessus où on en est. Et effectivement, moi je suis sur un travail de recherche en fait. Et donc forcément, quand on est dans un travail de recherche, très souvent on tombe sur des résultats qui n'étaient pas ceux qu'on espérait et qu'on attendait. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Voilà. C'est ce que fait un scientifique, hein, c'est que souvent il ne sait pas les résultats qu'il va obtenir. Et dans mon travail, qui ne se veut pas forcément scientifique, qui est un peu technique et quand même basé sur l'envie esthétique de mélanger des couleurs et de créer des palettes, je me laisse un petit peu porter par les surprises qui arrivent. Et on va dire qu'on est sur un travail où je travaille en série dans la mesure où c'est finalement une pièce qui va me donner l'inspiration pour la suivante. Et c'est finalement un travail de capitalisation d'expérience qui me permet finalement au fur et à mesure aussi de me lâcher et puis de dire bon allez soyons imaginatifs et puis finalement le réalisme et la couleur que j'attendais, si elle n'est pas là, il y aura peut-être finalement quand même une belle surprise au final. Voilà. Merci. Une autre question? Ouais. Oui, c'est peut-être une question bizarre aussi, mais je me demandais si vous faites passer la lumière à travers ça doit complètement s'animer, quoi. Enfin, ça doit changer complètement. Non? Alors, je vais vous décevoir, mais en fait, non. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé avec une collègue designer qui est présente dans la salle ce soir et je la salue. Non, parce qu'en fait, la problématique, c'est quand on va mettre la lumière de l'autre côté, elle va passer à la fois au travers des fils de chaîne et des fils de couleur. Et donc, en fait, au final, on va juste avoir une espèce de bouillie infâme. Désolé, je suis un peu trivial dans mes propos, mais malheureusement, ça va pas animer la pièce plus que ça. Donc, voilà, il faut rester du même côté de la pièce que la lumière. Merci. Pour information, il y a dans les années 60 et quelques, on a créé l'atelier recherche et de création, mais on a aussi créé le GRAL, le groupe de recherche, je sais plus quoi, autour de la tapisserie. Et d'ailleurs, dans cette salle, ils ont réalisé une tapisserie en tube médicalisé. C'est une expérience qui a duré très très longues années. En fait, pourquoi je parle de ça, c'est que c'est une immense tapisserie qu'on peut
qu'on ne montre quasiment jamais parce que le plastique a fondu, donc elle est intransportable, ou presque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'expérimentation, c'était de prendre des tubes de perfusion, colorés parfois, et en fait, la tentative, et alors revenez à la question, c'est que c'était en fait de faire une tapisserie vitrail. C'est-à-dire que cette tapisserie devait être rétroéclairée par une lumière soit naturelle, soit artificielle, pour que justement il y ait une espèce de concordance entre un art, alors pas textile parce que c'est du plastique, du fil plastique, mais c'était voilà une recherche qui n'a pas abouti ou qui a abouti, qui a été réalisée, mais avec le plastique, c'est pas évident. Mais voilà, c'était par rapport à cette question de l'art textile et de son interaction à la lumière, lumière-couleur. Je pense que c'est un vaste sujet qui n'est vraiment pas simple parce qu'en fait, la lumière peut tuer la couleur et inversement. Et l'effet de transparence, en fait, on l'a avec le verre, mais on l'a pas avec le textile. Alors effectivement, l'effet de transparence, on l'aura pas dès qu'on va croiser plusieurs fils de chaînes qui sont opaques, et puis même s'ils ont un peu de transparence, la couleur va se mélanger, et du coup on va perdre le côté de la couleur, ça c'est indéniable. Et puis, alors oui, je pense qu'on doit avoir la même problématique de toute façon sur l'essai qui a été fait, enfin l'expérimentation sur la question transparente. C'est-à-dire que si on empile 3 plaques de verre de couleurs différentes, il y a un moment on va tomber sur un noir, quoi. Parce que tout simplement on va être sur de la synthèse soustractive de la couleur, quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la lumière est métabolisée, métamorphosée par le fil de chaîne qui lui est un invariant. Même si la lumière est variable, mais elle reste un invariant dans sa réception. Donc là, quelque part, la transposition de la lumière, c'est le fil de chaîne sur lequel va se mélanger notre chose. Donc c'est vrai que cette expérience-là avec la lumière, elle est un peu impossible, peut-être. Alors, elle est impossible sur la transparence. Par contre, en lumière rasante, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on va avoir des qualités. C'est le relief. On va avoir des qualités de laine différentes. Alors, il y a l'effet du relief, effectivement, qui va créer des ombres à certains endroits, donc il va pouvoir faire varier les teintes. Et c'est vrai que ces pièces-là, je me suis amusé à faire tourner l'éclairage autour de la pièce. Et effectivement, les rendus sont un peu différents parce qu'on va avoir des ombres projetées du fait du relief qui vont pouvoir effectivement donner des teintes un peu différentes. Mais ce qui est aussi intéressant, et ça rejoint justement la thématique de ce soir, qui est la matérialité de la couleur, c'est que on a différents types de laine. On a des laines peignées, on a des laines cardées, et déjà rien que ce type de laine-là ne vont pas avoir le même rendu à la lumière. Alors la laine, elle est fantastique parce que la laine, c'est quand même une matière qui rend superbement les couleurs. Mais vous prenez une laine peignée, elle va avoir un petit peu plus de brillant, un petit peu plus de lustre, et on va se rapprocher parfois de quelque chose qui va être plus comme le lin auquel on va donner du lustre, voire même de la soie. Voilà. Et donc c'est vrai qu'effectivement cette question de la matière, de la fibre textile, elle est très importante par rapport à notre rendu parce qu'effectivement sur quelque chose de trop brillant, potentiellement on va ne voir que l'éclat et donc du coup le blanc de l'éclat et on va perdre l'aspect coloré. Donc il faut trouver ce velouté suffisant pour qu'on voit la couleur puis qu'on ait quand même un tout petit peu de brillance, quoi. Voilà. Merci. Vous avez déjà essayé de mélanger justement la laine, la chape de soie, de travailler avec en même temps? Ouais, ça fait partie des prochains projets. Alors, je ne vous cache pas, pour l'instant, j'avais une petite réticence personnelle à tuer des vers à soie. Voilà, je ne suis pas végane, mais j'avais un petit cas de conscience. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer récemment quelqu'un d'originaire du monde indien. Et du coup, j'ai abordé le sujet avec lui. Je lui ai dit, mais en Inde, vous vêtissez de soie et en même temps, vous êtes bouddhiste, vous êtes dans des religions où quand même on respecte l'animal. Donc j'ai posé la question, il m'a dit, elle est vraiment bizarre ta question, on ne se pose pas la question. En fait, voilà, tant pis, on tue le ver à soie, on a la soie. Donc il m'a un peu décomplexé. Donc je pense que je me sens un petit peu plus libre aujourd'hui d'aller dans ce sens. Alors, il y a des expérimentations en France où justement le ver à soie et le ver est valorisé. Il devient une protéine, donc il est mangé. Donc à la fois on prend son fil, mais aussi il sert à nourrir. C'est pas simplement, il n'est pas jeté. Ou... D'accord, mais ça réglera pas le problème des véganes. Enfin, ils vont pas forcément être d'accord non plus sur le fait de manger la protéine. Bon, moi c'est pas jeté. Alors, une autre dernière question? Non. Bon, ben, merci beaucoup Guillaume, et on continue donc pour la prochaine intervention. Merci. Merci. Donc, nous poursuivons sur la matérialité de la couleur, et après avoir évoqué la couleur végétale,
facile transition, on passe à la couleur minérale avec Caroline Besse. Caroline Besse qui travaille donc sur l'hybridation des matières, l'hybridation des couleurs, et qui travaille tout particulièrement sur du papier et sur de la roche. Et Caroline Besse a été Grand Prix de la création de la ville de Paris et poursuit des expérimentations sur les roches, les couleurs des roches et les paysages, si on peut dire intérieurs, des roches. Et elle a eu l'occasion d'exposer dans le cadre des Aliénés, hein, elle va peut-être nous en parler, et aussi ses œuvres sont encore visibles à la galerie Bernard-Yves Châtel, je crois que c'est bientôt fini, jusqu'à jeudi. Donc voilà, je lui laisse la parole pour nous présenter son travail sur la couleur minérale. Merci Marc, merci pour cette invitation, puis merci à tous de votre présence. Donc je suis peintre en décor, et pour vous expliquer un peu, moi je vais vous parler de couleurs et de matière, justement à partir de l'expérience de mon métier, et je vais retracer mon parcours, parce qu'en fait ma pensée s'est fait au fil des expériences, petit à petit c'est construite. Donc j'ai commencé mon activité sur la région bordelaise en faisant beaucoup de trompe-l'œil, comme vous pouvez voir, des vignes, des grappes et des bouteilles de vin. Et je suis arrivée à Paris en 2000. Et là, c'était d'autres techniques très différentes liées au fait de travailler dans des appartements haussmanniens. Et une façon d'envisager la couleur, en fait, en travaillant les patines, beaucoup, essentiellement. Alors, je faisais à la fois des fresques, des trompe-l'œil, mais aussi pas mal de patines. Et ce qui m'a intéressée dans toute cette période-là, c'était vraiment de comprendre comment les nuances sur les murs dans des espaces qui nous permettaient d'être complètement immergés allaient pouvoir modifier en fait le ressenti d'une atmosphère d'une façon très fine. Parce que les patines se travaillent en fait en superposition de couches, et c'est toujours une histoire de contraste, de rapport entre la couleur du fond du mur et le jus, on appelle ça un jus qu'on va ajouter par-dessus et travailler avec des effets de matière, des chiffons, des éponges, des brosses. Mais c'est ce rapport-là qu'on observe. Et on fait un premier jus, et puis parfois un deuxième et un troisième. Et ce qui était intéressant avec les architectes et les clients, évidemment, c'était de noter en nous les différentes émotions et les fines les changements que ça opérait dans nos perceptions. Est-ce que tout d'un coup la couleur devenait plus légère, plus chaude, plus enveloppante, plus dense? Et ça a été toute une période très riche d'observation de la couleur et d'immersion dans la couleur, dans le fait de travailler sur des grands espaces. Donc j'ai fait des chantiers qui étaient à la fois parfois très classiques dans les appartements haussmanniens, et puis aussi donc dans des choses plus contemporaines comme ce loft là où c'était un travail d'empreintes et de patines qui étaient dans les verts jade un peu opalin. Je sais pas, ouais, ça rend quand même si on peut voir. Et il y a un aspect du métier de peintre en décor qui est lié à l'engagement du corps, en fait. Parce qu'on est sur des grands formats, sur les murs, et donc forcément sur escabeau et sur échafaudage toute la journée. Et ça, c'était une composante assez importante pour moi, parce que je n'étais pas hyper costaud non plus, donc il y avait une attention à la santé, comment se préserver, comment trouver des bonnes postures. Et aussi du point de vue de la santé, d'observer à l'époque, de comprendre que les matériaux qu'on utilisait étaient pas toujours, nous préservaient pas du tout. En gros, la plupart du temps, on travaillait avec des solvants. La formation professionnelle qu'on a eue à l'époque, il n'y avait aucun accent et aucune information sur ces questions-là. C'était complètement passé à côté, on n'en parlait pas du tout. Et donc ensuite, travailler dans des pièces fermées, respirer des solvants toute la journée, c'était
complètement toxique, quoi. Donc moi, c'est une question qui est évidemment apparue au moment où je suis tombée enceinte, parce que j'ai été obligée de m'arrêter, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher des matières plus naturelles. Je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour honorer les chantiers et travailler avec des matériaux qui me permettent de préserver ma santé. Donc ça a été le début de ma recherche il y a une vingtaine d'années. Et parallèlement, je me suis formée en fait à la médecine traditionnelle chinoise. Donc tout ça, c'est fait à peu près en même temps. Et ça m'a permis d'explorer l'engagement du corps dans les postures, parce qu'en pratiquant les arts énergétiques, le qigong, le tai chi, le bagua, ça me permettait de comprendre comment mener un geste avec une respiration, comment faire pour qu'un geste soit vraiment posé. Et ça me permettait de comprendre pourquoi dans mon travail du tracé, il y avait des moments qui étaient vraiment de l'ordre de la grâce, quoi, où tout se passait magnifiquement bien, merveilleusement bien, tout était tracé. Et de faire l'expérience de ces arts énergétiques m'a permis de maîtriser en fait un geste et de comprendre comment prendre un appui, le tirer, le terminer, et pour pouvoir faire un travail qui soit maîtrisé dans le tracé. Donc ça a été une période très riche d'exploration et d'apprentissage de la calligraphie et de la peinture chinoise également. Voilà, donc la façon dont j'ai appris la calligraphie était très liée au ressenti corporel du souffle qui doit passer par le corps et se déposer sur le papier. Donc moi j'ai donné ensuite des workshops du geste calligraphique, parce que c'était pas tant l'esthétique de la calligraphie que le ressenti du tracé qui m'intéressait, et que j'avais envie de sensibiliser en fait les étudiants en art graphique sur ces questions du ressenti du tracé et du ressenti de la matière dans le travail. Et dans l'art, dans la peinture à l'encre chinoise, il y a toute cette attention aux matières avec lesquelles on travaille. Donc le papier, l'encre de Chine, les pinceaux, c'est-à-dire comprendre d'une façon parfaitement sensorielle les fibres du papier, jouer avec la fluidité de l'encre qui se déverse dedans, c'est-à-dire ressentir vraiment dans son corps tout ce jeu d'alchimie, et qui fait que les Chinois disent le souffle traverse en fait ces peintures. Alors dans cette quête de compréhension et dans toutes ces expériences, il y a vraiment aussi tout le lien à la matérialité, à l'incarnation que les Chinois travaillent très, très précisément. En fait, il y a une espèce de lien à la terre qui a été vraiment important pour moi de comprendre en fait comment toutes les matières sont liées à la terre, finalement, à la nature, et de voir ensuite dans l'art asiatique comment justement cette nature est rendue avec son souffle et avec toutes ces présences immanentes qu'on peut voir particulièrement sur ces deux peintures que j'ai choisies. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi je trouve que les montagnes sont très habitées. Voilà, donc c'était vraiment une découverte très intéressante. Alors j'ai poursuivi de l'art de l'encre de Chine, de la peinture à l'encre chinoise, jusqu'à l'art sacré bouddhiste. Et là, ça a été une découverte vraiment essentielle, d'une part par les matières utilisées, qui étaient les minéraux broyés. Et là, je suis vraiment tombée amoureuse de toutes ces couleurs qui ont un éclat très particulier, parce qu'à la fois, c'est très intense et c'est très doux. Et je ne connaissais pas du tout ces techniques-là. Et puis, d'un autre côté, il y avait aussi l'étude de toute la symbolique des couleurs. C'est-à-dire, pour le coup, comment est-ce que les couleurs peuvent nous toucher corporellement et aussi dans l'esprit. Donc c'est très asiatique, hein, ce côté holistique, corps, âme, esprit. Donc corporellement, il y a toute une correspondance entre les organes et les couleurs. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les organes ont une couleur, tout comme dans la tradition hindouiste, ce sont les centres énergétiques, les chakras, qui ont des couleurs. Donc il y a ces correspondances-là. Et il y a aussi un rapport entre la couleur et la conscience.
conscience, qui est très manifeste en fait dans la peinture sacrée, parce que chaque déité, chaque bodhisattva qui porte une qualité d'être humaine va avoir une couleur particulière. Donc, par exemple, le bleu-vert qu'on voit là chez Manjusri, qui est le bodhisattva de la connaissance, et qui est aussi porté par le Bouddha de médecine, j'allais dire de la santé, c'est vraiment lié, en fait, c'est la couleur qui est liée au foie, par exemple, et qui est liée donc à la capacité de transformation en soi. Donc, on peut faire, par ce processus-là, en fait, le lien entre le corps et les états de l'âme, en fait, les possibilités de l'âme, les façons d'être de l'âme. Donc, pour détailler un peu, donc il y a ce bleu-vert qui est lié au foie, qui est lié à la transformation de soi, de soi-même, parce que le foie, c'est l'immunité, mais c'est aussi la transformation du sang. Les couleurs jaunes et terre vont être liées à la capacité de s'incarner et d'être liées à la terre. Et les couleurs rouges sont liées à la vitalité, c'est la couleur du sang, là, directement, et etc., etc. Et après, quand on vient à mêler ou par exemple un jaune et un bleu pour donner du vert, quand on mêle le bleu de la transformation avec le jaune de l'incarnation, on obtient un vert qui va être qui va irradier les qualités humaines incarnées, en fait. Et on retrouve à ce moment-là le chakra du cœur chez les hindouistes. Voilà, pour vous raconter un peu toute cette perception de la couleur que j'ai découvert à l'époque. Donc j'ai fait l'expérience, et ensuite ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce que je remettais toutes ces connaissances-là dans mon métier de peintre en décor. Donc j'ai œuvré en faisant des décors à tendance un peu asiatique, comme vous pouvez le voir là sur le paravent. Et puis aussi, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser des grandes peintures de Bouddha. Et puis il y a un moment où je me suis posée, et après avoir exploré beaucoup la peinture aux minéraux broyés, donc en faisant de l'art sacré, l'encre de Chine avec la calligraphie, la peinture à l'encre et les décors, j'ai voulu synthétiser tout ça, et c'est à ce moment-là, en 2016, que j'ai mis au point ma technique qui mélangeait donc les techniques de calligraphie, la technique de peinture aux minéraux broyés japonaise qui s'appelle le Nihonga, et puis des techniques de décor peint occidentales. Donc moi, mon but, en fait, c'était à cette époque-là, c'était de pouvoir rassembler tout ce qui m'habitait, en fait, tout ce qui me faisait vibrer, et de proposer des décors qui puissent être réalisés avec ces poudres de minéraux broyés. Donc là, c'est le premier décor que j'ai réalisé dans une montée d'escalier à Paris, où j'ai utilisé les teintes de jaune, d'ocre jaune. C'était tout un travail justement sur les strates. Et dans ce travail sur la couleur, où ce qui m'intéressait, c'était d'aller vers la pureté de la couleur, l'intensité, en fait, le message de la couleur, comment chaque couleur véhicule, nous transmet une information. J'ai fait le choix de travailler donc sur un motif abstrait, en fait, de la ligne ou des brumes, parce que pour le coup, s'embarquer dans du figuratif aurait été super complexe. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment de développer tout un vocabulaire, d'expression avec ces couleurs des minéraux broyés. Donc j'ai utilisé les superpositions de couleurs de la même façon que je l'avais toujours fait en décor peint. Pour moi, c'était très naturel de superposer les couleurs pour obtenir une couleur vraiment subtile que je voulais. Et puis, ça s'est fait un peu très naturellement de les superposer, d'arriver sur des nuances extrêmement fines. Et pour moi, l'intérêt, c'était de créer un chemin vers la couleur pure. Vraiment, tous ces dégradés, c'était pour créer des chemins vers une couleur. Plutôt que d'avoir un aplat tout de suite qui aurait été très parlant, ce qui m'intéressait, c'était de créer vraiment ces chemins. Voilà, donc quelques exemples de ce que j'ai pu réaliser ensuite. Donc dans différentes couleurs, et avec là on voit du lapis-lazuli, de l'azurite, de la sodalite, et il y a même du vert donc dans le centre du triptyque.
Et donc j'ai fait cette proposition auprès des architectes et décorateurs et ça s'est bien passé. donc pour le coup, je continue d'explorer et au travers des commandes qui me sont confiées, eh bien je continue à explorer toutes ces couleurs, toutes ces dimensions. Voilà, et aussi, je travaille beaucoup avec la feuille d'or. Ça, c'est une couleur aussi. C'est un éclat très particulier. Les éclats métalliques de l'or et de l'argent. Et d'ailleurs, dans le bouddhisme, on dit que l'or, en fait, c'est la couleur de l'ennoblissement du cœur, et qui est vraiment, il se passe vraiment quelque chose quand on observe l'or qui est de cet ordre-là. Voilà, d'autres exemples encore des chantiers que j'ai pu réaliser. Donc là, c'est un grand panneau au-dessus d'une cheminée qui fait 3 mètres de haut, et puis à droite, un paravent dans des tons jaunes et irisés avec le mica. Voilà. Là, c'est une chapelle. J'ai eu la chance et la joie de faire un décor donc derrière la statue mariale pour une chapelle dans le 6e. Et voilà. Et donc, il y a une question qui m'occupait, parce que comme c'est une technique japonaise, eh bien, j'importais en fait mes matériaux du Japon et je les achetais aussi en France auprès de certains géologues. C'était donc des pierres déjà broyées, et puis les Japonais font ça très bien. Ils nous proposent 10 granulométries différentes pour chaque couleur. Et autant en Occident, on utilise en icône byzantine juste 4-5 couleurs, autant au Japon, ils en ont broyé une 40aine. Donc pour moi, c'était vraiment une source vraiment riche et importante et précieuse. Et en même temps, c'est se poser la question des ressources locales, puisque je faisais déjà un travail qui était avec des matériaux complètement naturels, que ce soit le papier, les colles de peau, j'en ai pas parlé, mais en fait c'est vraiment des liants naturels, c'est des colles de peau que j'utilise, les minéraux broyés, puis toutes les colles d'amidon, enfin tous les matériaux que j'utilise, et les procédés aussi qui sont traditionnels. Donc il y avait cette question un peu de la ressource locale, et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a en France? En fait, il y a quand même pas mal de minéraux en France, on a quand même des montagnes, des plaines sédimentaires, donc qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Et à cette époque-là, j'ai rencontré le fonds de dotation Vereka qui m'a proposé de faire une résidence artistique, et je leur ai proposé ce sujet, d'aller faire un relevé chromatique des minéraux sur le territoire français. Donc ils ont accepté, ils m'ont suivi dans le projet. Donc j'ai fait toute une collecte en 2022 et surtout une recherche. Et c'est vraiment grâce à toutes les associations de minéralogie que j'ai pu récolter et vraiment rassembler donc une 40aine de minéraux différents. Alors ça a été une grande joie de voir qu'il y avait autant de teintes possibles, parce que j'avais quand même assez peur d'avoir que des gris et des beiges à la fin, mais non, ça s'est bien passé. Et puis j'ai pu les broyer et les transformer en pigments en partenariat avec l'Institut des sciences de la Terre de Sorbonne Université. Donc à Jussieu, ils ont un magnifique labo, et j'ai pu travailler avec Erwan Martin, qui est l'enseignant-chercheur avec lequel j'ai mené cette étude. Et donc tous les deux, je suis arrivée avec ma collecte, on a pu déjà valider les minéraux trouvés, qui sont des minéraux massifs. Pour la plupart, il y a quelques roches et grès, mais la plupart étaient des minéraux massifs. C'était vraiment ce que je voulais démontrer. Et puis ensuite, au labo, on a commencé le gros œuvre, j'allais dire, puisque ça commence à la masse. Et puis ensuite, il y avait heureusement une machine à concasser et une machine à broyer, qui nous a permis d'avoir de la poudre. Et tout simplement, on a tamisé ces poudres avec différents filtres pour avoir différentes granulométries. Parce que ce qui est intéressant, c'est que pour une même couleur, en fonction de la granulométrie, il va y avoir des nuances différentes. Plus le grain est fin, et en fait, plus la couleur va être claire, tout simplement parce qu'il y a plus de lumière qui tourne autour. Voilà. Mais c'est très notable, et en fait, pour moi, c'était très précieux de pouvoir les broyer moi-même, parce que certaines couleurs et certaines pierres étaient très intéressantes dans une certaine granulométrie, où elles avaient beaucoup d'irisation, et puis dans d'autres granulométries, elles devenaient parfaitement... fade en fait. Voilà. Donc ça me permettait pour le coup de broyer dans la granulométrie intéressante à mes yeux en tant qu'artiste. Donc là vous voyez mon étagère à l'atelier avec les couleurs françaises. C'est vraiment l'étagère des couleurs françaises. Et
hop, là, le nuancier que j'ai réalisé avec ces couleurs, là, qu'on peut voir à gauche, puisque cette étude a fait l'objet d'une exposition à la collection des minéraux donc de Jussieu, l'année dernière, entre mars et puis janvier, là, elle vient juste de se terminer. Donc c'est un très bel endroit, la collection des minéraux de Jussieu, je vous invite à y aller, découvrir. C'est comme une grotte, tout est noir, et il y a ces vitrines fantastiques avec des collections de minéraux magiques, de couleurs fantastiques, évidemment. Et donc, on a retracé toute l'étude que nous avions fait avec Erwan, disposer les nuanciers. Donc, j'en ai un autre exemplaire que j'ai apporté ici, que vous pourrez voir, donc le nuancier des couleurs françaises. Et j'ai pu exposer également les couleurs des tableaux, en fait, que je réalisais seulement avec ces couleurs. Et donc, il y a eu une deuxième exposition, effectivement, donc avec les aliénés du mobilier national, là, qui vient juste de se terminer également, et où c'est effectivement ce répertoire des couleurs minérales françaises qu'a interpellé Yves Badetz, donc le directeur artistique. Et c'est un cartonnier que j'ai choisi donc, pour pouvoir placer ce nuancier des couleurs françaises et à l'intérieur, faire des petites niches secrètes où on pouvait découvrir des pierres et des petits cosmos que j'ai peints. Voilà. Et puis, voilà, moi je suis très heureuse de cette étude qui m'emmène vers une autre dimension de mon métier, quelque part où il y a, en allant sourcer la matière et la couleur de cette façon-là, en la fabriquant moi-même, il y a un rapport à la nature qui change réellement quand on connaît le lieu d'où vient la pierre. Il y a quelque chose de très affectif et de très lié au territoire. Donc ça me permet aujourd'hui d'ailleurs de répondre à justement des commandes liées au territoire, comme ici où j'ai créé un nuancier des couleurs minérales d'un domaine viticole de Bourgogne. Donc c'est intéressant, il y en a quand même une douzaine, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant, mais bon, l'objectif est de créer ensuite une fresque dans la salle de dégustation. Mais c'est toujours très riche dans chaque territoire d'aller à la découverte de ces couleurs-là, et ensuite de créer à partir d'une sensation du lieu qui est vraiment qui est plus fine, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui, j'espère pouvoir continuer ces nuanciers des couleurs minérales dans d'autres pays, en fait, tout simplement, l'étendre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Une des choses que j'ai appris ce soir, c'est la territorialité de la couleur, soit par le végétal, soit par le minéral. C'est qu'en fait, c'est vrai dans nos absences de nuances de sociétés industrielles où la couleur est chimique, sans nuances, là on voit bien que par les plantes ou par les roches, on arrive à des degrés, à des spectres de couleurs très, très diverses. Merci beaucoup, Caroline. Et j'aime bien ce genre de mélange un peu improbable à la base, mais c'est mon pari et personnellement je trouve que ça marche. C'est-à-dire que c'est deux expériences totalement différentes et qui ont le même but, c'est de transcrire des émotions sur des supports différents, mais qui ont le même point de focal qui est la couleur. Donc, c'est vrai, il y a un point important que j'ai oublié de dire, parce que pour moi c'est une évidence, mais en fait j'ai choisi de peindre donc avec des couleurs naturelles parce que d'expérience je trouvais que c'est avec ces couleurs naturelles que le message de la couleur vraiment à la fois au corps et à la conscience était reçu de la façon la plus directe, en fait, qui passe pas par l'intellect. Donc c'est pour ça que je suis tombée amoureuse des couleurs minérales, parce qu'il y avait un rapport très direct dans la perception. Voilà. Et puis d'ailleurs, pour le coup, vous pourrez faire l'expérience, parce que j'ai pris quelques échantillons de couleurs, et il y a même aussi les couleurs françaises. Merci Caroline. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, question micro. Moi j'ai une question, effectivement. Alors tu nous as parlé effectivement de l'énergie du geste, du souffle du geste, dans lequel il fallait aussi retrouver le souffle de la nature dans le souffle du geste. Et puis tu parles aussi des territoires de pierre, où tu vas trouver tes pierres. Et ces territoires, ces lieux, ils ont des énergies. Est-ce qu'on retrouve cette énergie
dans les couleurs derrière, et est-ce que ça nourrit aussi ton travail? Oui, bien sûr, ça nourrit mon travail. C'est cette dimension-là que, justement, j'ai pu toucher en allant sur les territoires. Ouais, vraiment. Alors, après, j'allais dire, c'est comme pour les plantes, les teintures végétales. La couleur de la surface du paysage n'est pas forcément la couleur des couches, des roches dessous. Donc il y a une transposition et il y a quelque chose qui s'agrandit en fait à l'intérieur pour le coup. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. On retrouve l'énergie micro. Ah oui, est-ce qu'on retrouve voilà, l'énergie des lieux finalement dans tes œuvres par le biais du minerai que tu utilises en fait. Oui. Ah oui, vraiment c'est vraiment l'intention de retrouver toutes ces données invisibles quelque part. Parce que moi j'en suis consciente, donc je porte l'intention dans le geste en plus. Je porte la mémoire et l'intention et l'envie surtout. Donc ouais. Merci. Y a-t-il une question? Ouais, une main qui se lève. Merci beaucoup pour... Oh là. Ne tombez pas. Je reste là. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'a pas mal interrogée, vous parliez de la couleur et du rapport au corps. Est-ce que, du coup, vous avez développé une réflexion autour de nos vêtements qui sont de plus en plus noirs et du fait qu'on s'habille quasiment tous en noir tout le temps, en tout cas dans la ville? Est-ce que ça nourrit des réflexions? Oui, surtout que j'arrive d'Inde, là. Ça m'a fait un tel plaisir de voir tous ces saris colorés. Mais c'est incroyable, hein, c'est pas... Pour le coup, il y a une vie dans la ville. Enfin, c'est tellement incroyablement différent quand une ville, quand la cité est habitée par la couleur à ce point, que ce soit en architecture et dans les vêtements. Alors, j'ai remarqué par contre que les hommes, ils se sont pas du tout concernés par le truc. Ils restent en jean, en gris, en bleu. C'est drôle. Mais en tout cas, toutes les femmes sont dans des saris tellement colorés. Et oui, ça change vraiment. Il y a une joie, il y a quelque chose dans les émotions qui est tellement, plus dans le partage, la communication, l'échange quelque part. Donc oui, puis bon, moi je suis partie de Paris là il y a 3 ans et mon atelier est maintenant en pleine nature. Je suis restée 20 ans à Paris, c'était long. Et donc moi je me sentais étouffée un peu, enfin quand même. Hein. Bon, forcément j'avais un rapport à la nature qui était très fort, donc c'était très dur, mais c'était très dur du point de vue de l'œil aussi, quoi, de vivre en ville. Parce que là, même en plein hiver, c'est incroyable. Je voyais ce matin, j'ai pris la route pour aller prendre le train. Les couleurs et les lumières sont fantastiques. Ouais. Et par ailleurs, il y a des gens qui ont développé des théories sur la façon de s'habiller avec la couleur, de la façon dont on peut trouver quelle couleur va habiller notre rayonnement. Et ils déterminent en fait 4 couleurs qui correspondent à des saisons. Et c'est-à-dire c'est notre couleur de peau qui correspond à une saison et qui fait que certaines couleurs vont vraiment nous mettre en valeur alors que d'autres vont nous éteindre et d'autres seraient plutôt neutres. Donc ça existe. Il y a des personnes qui donnent des stages pour vous aider à vous habiller avec la couleur de votre carnation et comment vous rendre toujours rayonnant en fait. Ouais. Donc c'est une vraie réflexion. Ouais. Merci beaucoup. Les prises de rendez-vous, c'est pour après. Mais c'est sûr qu'à Paris, ça fait 4 mois qu'il y a ce temps. C'est un peu compliqué d'être rayonnant. Une autre question. Oui, moi j'ai une question qui est plus technique en fait. Je me demandais sur les peintures. Vous êtes où ? Oui, je suis là. Ah oui, d'accord. Sur les peintures, du coup, je vois que vous travaillez sur des grands formats et je me demandais quelle quantité en fait de minéraux vous avez besoin d'utiliser. Est-ce que ce sont des grandes quantités ? Est-ce que c'est des jus qui sont au contraire très très dilués ? Enfin voilà, c'était une question plus technique. Les deux, ça dépend parce que les deux. Certaines couleurs ont besoin d'être denses et pour avoir de la densité, je passe des jus mais j'en passe 3 couches en fait pour être dense. D'autres, je vais les passer plus en transparence. Donc quand même, ça fait une quantité quand même de. Donc ce qui fait que effectivement,
quand les architectes me demandent un prix au mètre carré, il est élevé forcément, il est complètement corrélé au prix de la matière. Donc si je vais travailler avec un grenat ou un lapis-lazuli, ça ne va pas du tout être le même prix pour le coup. Et puis la façon dont effectivement je vais le travailler plus ou moins en transparence ou en densité. Et du coup, vos jus, ils se conservent un petit peu ou vous les préparez du coup juste pour la peinture? Pour la journée, ça se conserve pour pas. La journée. Non. C'est vraiment des process longs, c'est le slow made. Là, c'est vraiment les process longs qui font que le travail est très pérenne, solide, et que ça va pas claquer, ça va pas être des couches. Enfin, il faut que le jus et les poudres rentrent dans les fibres du papier pour que ce soit solide. Et donc, il faut un temps de séchage entre chaque couche aussi. Et pareil, pour que ce soit vraiment solide, il y a vraiment des choses à respecter, donc c'est des process longs. Et du coup, vous travaillez toujours sur papier, même sur un mur, c'est toujours du papier qui est dessous? Sur les murs, en fait, c'est les papiers qui sont collés, qui sont marouflés sur les murs. Je ne peux pas travailler à la verticale parce que c'est très à queue comme technique, ça coulerait. Et puis, je ne pourrais pas faire des superpositions pour le coup. Or, moi, la particularité de mon travail, de mon expression, c'est vraiment les superpositions, c'est les nuances fines par superposition. Il y a quelque chose qui est fixé à la fin ou c'est juste... Oui, vous fixez... à la fin et entre les couches, D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, il n'y a pas pas un problème, une question de perception entre une couche vue à plat et puis après vue au mur? Ça ne va pas être toujours facile. Ouais, c'est pas toujours facile. Et en plus, quand on travaille, c'est mouillé, c'est pas la même couleur. Quand ça sèche, c'est autre chose. Donc il y a on est sans arrêt en train de décaler son regard pour appréhender le résultat final. Mais effectivement, en ce moment, je fais l'expérience sur des très grands formats. Je suis en train de réaliser des murs qui vont faire, pour le coup, des bandes qui vont être collées sur les murs, qui font 3,50 m et 4,50 m de long. J'avais jamais fait aussi long. Donc, et là, on voit vraiment que c'est pas la même chose à plat et à la verticale. J'ai appris ça ici, c'est que la même couleur, alors si elle est pour tapisserie ou tapis, en fait, la même couleur. Pour le tapis, c'est une laine coupée, l'autre c'est un point plat, mais exactement la même couleur au sol, en velours, elle donnera une tonalité, au mur. Elle donnera une toute autre lumière en fait. Donc là c'est une couleur à plat, tandis que l'autre c'est une couleur coupée. Alors une est à plat et l'autre est en mur. Mais en fait, selon la façon dont la lumière se pose dessus, ça donne des couleurs totalement différentes. Ouais. Et puis c'est vrai que ce travail avec les minéraux broyés, il devient magnifique avec un spot dessus parce que tous les grains des minéraux ressortent et se mettent à briller. Donc en lumière naturelle, quand vraiment dans le soleil ou avec un spot, c'est magique, c'est autre chose. Une question au fond? Oui, alors j'ai deux questions, un peu plus pragmatiques aussi. Alors la première, comment vous procurez des minéraux? Est-ce que vous travaillez sur commande avec des carrières ou des artisans? Et la deuxième question, c'était au niveau de l'évolution dans le temps. Est-ce que vous avez le recul au niveau de la lumière naturelle sur les minéraux? Est-ce que ça ne change pas? Oui, non, c'est une technique qui est très pérenne, qui est connue pour ça, d'utiliser les minéraux. Alors après, on sait quels minéraux on utilise. Certains vont être plus fragiles à la lumière, mais il y en a assez peu. Enfin, ils sont éliminés déjà d'office. Et après, comme n'importe quel tableau, si c'est plein pot en plein soleil, ça va quand même prendre ils vont pas aimer. Il faut éviter de toute manière. Mais c'est très pérenne. C'est des couleurs qui vont durer dans le temps, justement. C'est l'intérêt, quoi. C'est vraiment l'intérêt. Voilà. Est-ce qu'il y a des minéraux qui ne se marient pas du tout? Non. Au niveau après, couleur ou au niveau mélange en lui-même? Je ne les mélange pas en fait, c'est que je les superpose en fait. Mais en superposition? Non, en superposition, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste une question qu'est-ce que ça va me faire dans l'œil, quoi. Je vais discriminer, je vais choisir quelle couleur j'ai envie de superposer, mais sinon, par le séchage ou quoi techniquement non, parce qu'en fait, ils sont enrobés dans le liant. Voilà, donc le fait qu'ils soient enrobés dans le liant, il n'y a pas de réaction chimique les uns avec les autres.
Moi, j'ai jamais observé ça, un pinon. Ben ouais, mais pourtant, j'en ai un sacré paquet de minéraux. J'ai jamais rien observé. Et justement, la question, pour se procurer les minéraux, c'est toi qui les ramasses dans la nature ou tu commandes un sous-traitant ou un artisan de broyeur? Là, avec cette étude en France, pour le coup, j'ai pu créer mon propre réseau de fourniture. Donc c'est très personnel, quoi. En fait, il n'y a pas de fournisseur de minéraux, c'est compliqué. Donc, non, là, j'ai de la chance. Enfin, c'était un gros travail, hein. En même temps, c'est vrai, mais ça m'a permis de savoir certains minéraux massifs, où aller les ramasser, et d'autres, de connaître les gens qui les ramassent pour pouvoir leur acheter régulièrement. Mais là, j'ai fait un bon stock. La question ne se pose pas pour quelque temps, c'est bien. D'où le déménagement en province qui coûte moins cher en mètre carré. Ouais, bah oui. Une dernière question pour la route? Ou pas? Oui. Ouais, tu nous as parlé de minéraux massifs. C'est quoi exactement un minéral massif? Ce qu'on appelle un minéral massif, voilà, une sidérite, c'est une sidérite massive. C'est pas une roche avec de la sidérite dedans. C'est-à-dire que quand je la broie, je vais avoir que de la sidérite, contrairement à un grès qui va être un mélange ou un granit où il y a 3 minéraux dedans. Voilà, la plupart des minéraux que j'utilise sont des minéraux massifs. Mais j'ai quand même j'ai 3 grès et 3 granites. Massif, c'est pur. Pur, voilà. Quand on dit massif, ouais, c'est pur pour moi. Ouais. Ouais, par rapport à de la roche composite, quoi, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez vous approcher pour regarder les réalisations. Voilà. Et petite information, donc les rencontres des savoir-faire sont suspendues, ça s'arrête ce soir, et la reprise c'est le 5 mars, et je change légèrement l'horaire, ce sera à 18h30, non pas 19h. Voilà, j'ai l'assentiment de la salle. Donc le 5 mars à 18h30, et je suis en train de travailler sur le programme, vous l'aurez quelques jours avant. Merci, bonne soirée. Merci.